vous présenter. Je vais faire monter si Nasser qui est avec nous là. Alors, est-ce que voilà, Sinasser. Bonsoir, Sinasser, salam alaikum. Bonsoir, merci. Ouais, tu me vois là, je pense c'est bon, c'est très bien. J'espère que la connexion elle est parfaite aussi pour toi, Oui, mais moi pour moi elle est parfaite là. oui, oui, elle est parfaite. Merci beaucoup de m'accueillir et de m'inviter dans ton live. Voilà, le plaisir, il est vraiment partagé, Sinasa. Moi, vraiment, tu sais, il m'a dit beaucoup de bonnes choses sur toi, notre ami Mustafa Mjdouli, notre ami commun, qui est bien sûr là, lui sur Avignon. Par contre, toi, tu es pas sur Avignon, mais c'est pour ça que j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots avant, bien sûr, de nous présenter cette association dans laquelle tu es membre actif. Alors, en quelques mots, Sina Lardeli. Donc, je suis Nasser Michael Gabriel, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques, en anthropologie Oui. historique. Je suis aussi directeur de la recherche scientifique de l'Institut Montpensier, qui est un institut de recherche et de formation. C'est une structure hybride. Euh, et aussi, je suis écrivain et voilà. Donc, j'ai quelques casquettes à mon actif, on va dire. Et le travail associatif, c'est un travail qui a commencé avec l'association de Mousse, Mustapha El Majdouli, il y a maintenant une vingtaine d'années, dans l'Ismaïlia d'Europe, qui était une structure et qui reste une structure qui est là pour aider les populations en difficulté de manière générale, en particulier qui travaille aussi sur l'humanitaire par rapport aux pays méditerranéens et en particulier vis-à-vis du Maroc. Et ce qui m'a toujours frappé dans ce travail, c'est l'abnégation des gens, la volonté qu'ils ont tous de servir le bien commun. Et c'est une bonne école de vie, l'association. C'est une très bonne école de vie. Voilà, Voilà, c'est mon cher. du volontariat. Exactement. Alors, je, il y a, je vais refuser un appel. Je reçois un appel, mais c'est pas le moment. J'aimerais bien, en fait, ceux, bien sûr, qui veulent participer, ils sont les bienvenus. On donne la parole à tout le monde, mais par contre, je ne peux pas répondre actuellement. Car désolé. Ah, voilà. Ah, si, Nasser, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir un enseignant-chercheur. Tu sais que moi, j'ai fait de la recherche scientifique, j'ai même écrit un article, mais ce que j'aime bien chez toi, c'est aussi dans l'histoire. Parce que l'histoire, je pense, l'humanité entière, elle s'intéresse à l'histoire. Et ça, c'est très, très important. Euh, J'aimerais bien, bien sûr, que tu nous parles des sujets qui t'attirent, qui t'intéressent. Et après, bien sûr, tu nous parleras un peu, parce que tu sais que c'est notre ville d'Avignon, elle est très riche en histoire. Oui. Une ville qu'on appelle la ville des papes, la ville de la papauté, et après, j'aimerais bien que tu nous dises, tu nous parles de cette ville et de la région aussi. Oui. Parce que les gens, tu sais, surtout ceux qui viennent de s'installer dans la région, ils connaissent rien. Ils connaissent rien de l'histoire de cette région et surtout de cette ville, Sidi Nasser. Oui, avec un grand plaisir, cher Mustapha. Merci pour cette réflexion. C'est vrai que on va dire que l'histoire, elle est perçue souvent de manière ambivalente. C'est-à-dire que pour les uns, c'est quelque chose de lointain, d'abstrait, de loin, qu'on a du mal à appréhender. Et pour les autres, c'est un moyen un peu d'utiliser pour justifier des idées, une croyance dans certains événements ou dans certains lieux. Bref, l'histoire a toujours été un peu malmenée, même si elle est bien traitée
d'une part, mais malheureusement, dans la perception des gens, l'histoire, c'est un peu quelque chose d'assez lointain. Et hum, le travail de l'historien, c'est justement de rapprocher l'histoire des personnes de la vie de tous les jours, qu'ils comprennent que l'histoire, c'est pas un élément abstrait, général, qui est trop loin d'eux, fait de livres et d'événements, mais que l'histoire façonne les sociétés. L'histoire façonne les peuples, façonne notre manière de penser, nos imaginaires, nos, nos, nos projections. Donc, l'histoire est vraiment un élément fondamental dans la construction de nos rapports. Toi, mon cher Mustapha, tu es le produit d'une histoire. Je suis aussi le produit d'une histoire. Nous sommes tous le produit d'une histoire. Et l'intérêt de l'historien, c'est de pouvoir comprendre l'histoire. De cette manière-là, l'histoire, c'est une suite de sédimentation, de couches qui s'amoncellent une à l'autre pendant des siècles et des siècles. Et l'enjeu, c'est de les comprendre pour mieux appréhender ce que nous vivons, pour mieux comprendre ce que nous avons vécu et pour peut-être aussi mieux saisir ce qui peut venir. Comme dirait un sinologue des plus distingués, Jean Lévy, dans son livre sur un manuel de l'art de la guerre dans l'Empire de Chine, il disait que pour les philosophes chinois, l'art divinatoire et l'art de la stratégie fonctionnaient ensemble. C'est-à-dire reconnaître certains symptômes. L'histoire nous permet non pas de prévoir l'avenir, mais de distinguer des éléments importants de ce qui pourrait ne pas apparaître comme important et qui fait malheureusement l'actualité. Voilà, c'est la différence entre l'information bien et sûr, l'histoire. bien sûr, L'histoire, ce bien n'est pas sûr. simplement de Alors, l'information. Sidi Nasser, Clem Walkibir, tu sais que ce que tu dis, et bien sûr, ce que j'ai retenu, parce que c'est vrai ce que tu dis, que certains utilisent l'histoire pour argumenter d'une certaine manière la différence, alors que bien sûr que comme tu as dit, l'histoire normalement doit rassembler. Et c'est dans ce sens-là, j'aimerais bien que, si tu veux, avant bien sûr d'aborder surtout comme je t'ai demandé de nous parler de notre région, de notre ville, est-ce que en quelques mots, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur l'histoire par exemple du Moyen-Orient et de ce conflit, on dirait éternel. Pourquoi les guerres ne cessent pas? Et pourquoi la paix elle ne s'installe pas? Et surtout, qu'est-ce qui manque à ces gens-là pour bien sûr vivre ensemble dans un climat paisible? Pourquoi ils n'arrivent pas à vivre ensemble? Et surtout, chacun il dit que en fait cette terre elle m'appartient. Il veut que ça soit à lui seul et il veut pas la partager bien sûr avec les autres religions par exemple. Voilà, Sidi Nassel, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Merci. Bon, c'est un sujet vaste et tu penses bien que ça dépasserait notre émission. Il faut beaucoup plus de. Je me Oui, permettrais de c'est manière sûr, modeste c'est très compliqué. de te proposer un article que j'ai écrit il y a quelques mois dans le journal L'Opinion sur le Oui, conflit au Proche-Orient. Je te l'enverrai, où oui, je synthétise un peu la situation. Euh, euh, à partir en vérité de plusieurs étapes historiques. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut rentrer dans le temps long. J'aime bien parler de la citation de Zhou Enlai, le ministre de Mao Tse-tung, quand des journalistes français sont venus le voir, c'était dans les années 1970-1972, et qui lui ont demandé que pensez-vous de la Révolution française, processus historique qui date de 1789, à partir de oui, 1789. Et oui. Zhou Enlai, 200 ans après, répond, c'est trop tôt pour en parler. C'est trop tôt pour en parler. Donc, ça illustre que dans certaines sociétés, la relation à l'histoire est différente selon le degré de rapport avec cette histoire. Le Proche-Orient, lorsqu'on vit dans le Proche-Orient, lorsque les gens vivent dans le Proche-Orient, l'histoire se fait tous les jours en définitive. C'est à la fois un élément majeur et en même temps c'est leur malheur. C'est une zone où les trois monothéismes ont fécondé
dans différentes étapes historiques un discours universel, une vision, une ambition, et c'est pour ça que c'est pas n'importe quel type de région. Après, pour le reste, pour être plus précis, je me permettrai simplement qu'on puisse en reparler. Je t'enverrai, parce que ça demande vraiment un peu plus de Je le lirai temps. avec La plaisir. question est vaste. Voilà, Mais voilà, oui. la question est vaste. Mais je pense qu'il y a 3 éléments qu'on doit garder en tête sur ces enjeux-là. Premier élément, c'est une région qui n'est pas neutre, qui est historiquement et constitutive du berceau des 3 monothéismes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, et dans l'ordre judaïsme, christianisme et islam. Donc déjà, dès le départ, il y a une puissance symbolique très forte, premier élément. Deuxième élément, de par le monde, nous avons des populations qui viennent d'une manière directe ou indirecte de confessions qui s'inspirent de cette terre-là. Donc, de fait, l'enjeu est mondial. Et troisième élément aussi, c'est que, historiquement parlant, cette région a toujours joué un rôle important dans l'histoire du monde. Voilà. Bien entendu, sous la période de l'Empire ottoman, entre le 15e siècle, 16e siècle, surtout le 16e siècle, 15e, 16e siècle, et le début du 20e, les choses étaient moins claires, mais de manière générale, c'est une région du monde qui a toujours tutoyé l'histoire. Et l'histoire, elle est à la fois un récit, elle est une réflexion, elle est une étude, mais elle est aussi tragique. Et ça, c'est à mon sens des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte quand on réfléchit à cette région du monde. Voilà. Je passe parce que ça demanderait beaucoup de temps. J'espère Oui, que j'ai. c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je lirai avec plaisir ton article. J'aimerais bien le lire. Inch'Allah, et tu me l'enverras. Voilà. Avec plaisir. Donc, pour ce qui concerne, merci beaucoup, cher Mustafa. Alors, pour ce qui concerne Avignon, c'est très intéressant, l'histoire d'Avignon et de ce qu'on appelait avant la Révolution française, le comtat vénétien. On est dans une région du monde, région de France, cette province, qui n'a pas été de tout temps, n'appartenait pas de tout temps à la France. Pendant longtemps, elle appartenait à la papauté. Les derniers éléments de la papauté, enfin c'était vraiment l'élément encore qui restait de la papauté depuis le schisme du XIVe siècle, du XVe siècle, c'est-à-dire au moment où, en définitive, Rome, son pape part en France, étant donné qu'il est candidat du roi de France de l'époque, et de fait, il y a 2 papes. Et là, on vit, alors, le vrai schisme a eu lieu un siècle plus tard, au XVe siècle, mais on peut dire que déjà le XIVe siècle, il y a déjà une sorte de hiérarchie entre un pape à Rome et un pape à Avignon pendant tout le XIVe siècle. Oui. Et le roi de France, à l'époque, était très content d'avoir le pape à côté de lui, parce que ça donnait encore plus de poids au royaume de France, qui était le royaume le plus puissant d'Europe. Donc, Avignon a toujours été. Avignon, c'est Avignon et ce qu'on appelle le comtat vénétien, aujourd'hui le Vaucluse, c'est la région la plus italienne de France. Je dis bien la plus italienne. D'ailleurs, il faut voir l'Italie du côté de la Toscane ou du nord de l'Italie pour voir le lien entre Avignon et cette région-là. Et ce n'est pas par hasard que les papes du XIVe siècle se sont installés à Avignon. C'est une région qui est à la fois belle, baignée par le soleil, mais aussi avec un climat qui, bien que parfois très contrasté, parce que Vaucluse, comme vous savez, c'est vallée close, c'est la vallée creuse qui est vraiment entourée, encerclée par les montagnes et par des espaces escarpés. Cette vallée-là, c'est une vallée aussi qui a donné le vin, qui a donné aussi la poésie. Je rappelle que Pétrarque, le grand littérateur, le grand poète italien qui a construit, on va dire, qui a été l'un des pères de la Renaissance italienne, il a séjourné à Avignon. C'est là où il est tombé amoureux d'ailleurs de l'amour de sa vie, Laura de Noves. Et c'est paradoxal, c'est qu'Avignon a été la base de la Renaissance italienne, et une Renaissance qui s'est faite en prenant les inspirations grecques,
grecque, arabe, de la philosophie aussi du pourtour méditerranéen. Et donc, Avignon est vraiment une sorte vraiment de terreau d'une renaissance littéraire et culturelle au XVIe siècle qui n'a pas malheureusement été beaucoup récompensée, puisque on se rappelle d'Avignon comme la ville des papes, oui, c'est vrai, et avec un très beau palais, mais Avignon est aussi la ville d'un grand mouvement culturel. Je rappelle qu'au XIXe siècle, on a le mouvement du félibrige qui commence à se nourrir en Provence et dans toute la Provence et qui revendique le retour à la langue provençale. Et Avignon, comme le reste de cette région, va aussi participer à ce renouveau de la Provence, du provençal, malgré le fait qu'il y a toujours une confrontation entre la Provence côtière et la Provence, on va dire, intérieure. C'est un mouvement qui a influencé beaucoup de courants intellectuels de l'époque. Oui, oui. Tu sais, bien sûr que tu as raison, et je t'assure qu'on apprend beaucoup de choses de ce que tu racontes, et c'est très important. Parce que tu rappelles, oui, c'est exactement ça, l'histoire. Et juste pour Nziki le Clem Dielk, parce que c'est vrai, et là, les gens, ils se rendent même pas compte que juste à quelques dizaines de kilomètres d'Avignon, il y a ce fameux pont du Gard qui est très symbolique et qui est bien sûr romain, comme Nîmes. Nîmes qu'on appelle, c'est la ville la plus romaine de France qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment, ça rappelle la présence des Italiens sur cette région et sa dominance, bien sûr. Je t'assure que c'est vraiment très important ce que tu nous dis, mon cher frère. Merci, cher Mustapha. Oui, c'est vraiment une région qui est baignée par la Méditerranée, qui est baignée par les influences, qui a une spécificité propre. Bien entendu, c'est une histoire. Je rappelle que la papauté, jusque à la Révolution française, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 1791, appartient au pape. Elle n'est pas française. Le comtat vénétien a été octroyé par les rois de France. Et il y avait le royaume d'Avignon, carrément, ça s'appelait le royaume d'Avignon. Oui, tout à fait. Il était une entité vraiment autonome, indépendante de la France. Et c'est la France révolutionnaire qui a mis fin à cette indépendance. Donc Avignon et sa région est vraiment un cas particulier de flux, d'échanges culturels. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que, en dehors de la question du festival d'Avignon, qui est resté une sorte de symbole de culture, d'échange, pourquoi le Vaucluse est resté un peu marqué par une forme de discours, de déploration. On a le sentiment que Avignon reste un peu une sorte au firmament de la réputation culturelle de la région, mais on a l'impression qu'on a sacrifié un peu le reste du Vaucluse dans cette histoire-là, alors que le Vaucluse a quand même une histoire. Alors, il y a des éléments, on va dire, socio-économiques qui expliquent cela. La région qui est quand même marquée par l'agriculture a beaucoup souffert des 40 dernières années, d'autant plus avec la concurrence des produits étrangers. Donc, il y a une vraie difficulté. Il y a aussi, cher ami, il y a aussi l'Europe d'une certaine manière qui a étouffé cette énergie, je dirais. Bon, c'est un point de vue un peu politique, mais c'est vrai que l'Europe, elle a joué un rôle très négatif, je dirais, par rapport à ça. Et juste pour, bien sûr, là, confirmer ce que tu dis, tu sais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Avignon, elle avait un statut particulier. Hein. Certains, tu sais, même, je me rappelle les années 80, mais là, bon, ça a une quarantaine d'années, ou même une trentaine d'années, les années 90, on racontait qu'à Avignon, on trouve des personnes qui sont un peu protégées par ce statut que la ville d'Avignon, elle avait.
que en fait, s'ils sortent d'Avignon, peut-être ils risquent d'être en prison. Alors que s'ils sont sur Avignon, il y avait un statut particulier à cette zone-là. Oui, oui. Ben, ça vient du Moyen Âge, lorsque Oui, la papauté a pris Avignon comme siège, une partie de la oui, papauté en tous les cas. C'était un espace extraterritorial, donc beaucoup de personnes qui avaient quelques ennuis avec le Royaume de France oui. Avec quittaient la République, la France, carrément. Oui, oui, voilà, fuyaient la France pour aller s'installer à Avignon. Après, avec la République, bon, le régime était différent puisque il y a eu cette réputation concernant Avignon, qu'on retrouve par exemple lorsque il y avait des persécutions, et ça c'est une force avignonnaise qu'on dit peu, oui. les fortes communautés enracinées, notamment les communautés juives qui vivaient dans la région du Comtat vénécin, on les appelait les juifs du pape d'ailleurs, puisqu'ils avaient Oui, un rôle important auprès du oui, pape. On a oui, des populations, des minorités oui, qui se sont enracinées à Avignon comme un refuge, pour reprendre ce que tu oui, disais, ce qui est vrai, oui, c'était un refuge et c'était un espace où justement on pouvait ne pas être pourchassé. Et c'est resté cette idée-là de refuge oui. et de parce que voilà, c'est une région qui a sa spécificité Sa historique. particularité, voilà, sa particularité, exactement. Exactement. Mais je voulais en fait, si tu peux, bien sûr, en quelques mots, parce qu'on a beaucoup de choses vraiment à, à te demander, parce que c'est vrai qu'on est d'une certaine manière, on ne connaît pas l'histoire de notre région, on ne la connaît pas très bien. Même par exemple le pont comment il a été, est-ce qu'il a été construit un jour Tu sais, on se pose beaucoup de questions là-dessus, mais pas que. Vraiment, c'est pour ça que je pense que ça serait bien qu'un jour tu nous donneras un peu de temps, tu consacreras un peu de temps, bien sûr, et on parlera bien sûr à tête reposée sur des sujets et je suis sûr que moi, je vais préparer les questions parce que j'ai envie, c'est vrai, j'ai envie de connaître, parce que je t'assure certaines fois, par exemple l'histoire des remparts, comment ça se fait que c'est parmi les rares villes, je dirais, européennes, que les remparts tiennent encore. Et pourquoi les papes, comme tu dis, ils ont choisi cette ville, est-ce que c'est juste comme tu as dit par rapport au climat, par rapport ou bien c'est plutôt un choix stratégique parce que il faut dire que cette ville, elle est exactement à mi-chemin entre la péninsule ibérique et bien sûr l'Italie. Donc c'est vraiment un endroit stratégique, c'est un carrefour. Et, Oui, oui, et, tout à fait, tout à fait. mais aussi, tu sais, elle est aussi, il n'y a pas que Avignon, comme tu dis, hein. Il y a Cavaillon, il y a Beaucaire, il y a Tarascon, il y a Carpentras, Orange et Nîmes, bien sûr. Oui, oui, On ne va pas ignorer la ville de Nîmes qui a, avec Uzès, avec bien sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure, le pont du Gard, qui correspond à un aquaduc qui venait d'Uzès jusqu'à Nîmes. Donc, je suis sûr que tout ça, Inch'Allah, si tu le veux bien, on consacrera plaisir. bien sûr toute une émission là-dessus, Inch'Allah. Alors, moi, Avec, j'aimerais avec bien plaisir. que, avant bien sûr, de passer à autre chose, est-ce que tu peux un peu nous parler bien sûr, un peu de ton amitié avec Si Mustafa Al-Mjdouli, un ami cher, et surtout cette association. Bien sûr, elle, par contre, je sais que son rôle, c'est un peu un autre rayonnement. C'est le rayonnement de cette belle ville de Meknès. Oui. Oui, tout à fait. Alors, je donnerai juste une petite précision concernant l'histoire d'Avignon. Pourquoi Avignon? Il y a une chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est que la France du XIIIe siècle
est une puissance italienne. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que la France, à partir de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, qui devient roi de Sicile, puis roi de Naples après les vapes siciliennes qui ont conduit au massacre des Français de Sicile, la France est une puissance forte en Italie. Et d'ailleurs, Dante, dans la Divine Comédie, dans la Divine, puisque c'est dans la comédie qui devient Divine Comédie ensuite, l'illustre assez de manière critique. Et donc, Avignon ne vient pas nulle part, elle vient vraiment dans le cadre de cette puissance française en Italie, qui joue un rôle fondamental dans l'Italie du XIIIe, XIVe siècle. Maintenant, revenons à la question de l'association. Ben, à mon sens, il y a trois éléments importants par rapport à cette association. Dans l'espace avignonnais, dans l'espace du Vaucluse, l'Ismaïlia, bien entendu, vient historiquement, l'Ismaïlia de Meknès. Pourquoi Meknès, Ismaïlia? Car Meknès, c'est la ville de Moulay Ismaïl, le second sultan alaouite entre 1672 et 1727. Et donc, l'Ismaïlia, c'est une référence à la fois à Meknès et à son histoire. Et donc, pour la plupart des acteurs associatifs de cette association, qui est née au début des années 2000, la région de Meknès est un peu la maison mère, la structure mère où ils ont grandi, vécu, avant de participer à l'immigration en France et en particulier dans le sud de la France. Et donc, l'Ismaïlia est la dépositaire de cette histoire, dépositaire de cette trace, une trace historique, culturelle, qui donne le lien entre le Maroc d'une part et cette région d'autre part, et qui fait que le Vaucluse est la région, si ce n'est, je pense, la première région marocaine de France. Alors, je verrai, il faudrait voir si je me trompe pas ou pas, mais vraiment le Vaucluse est vraiment marqué par cette immigration-là. Et donc l'Ismaïlia s'inscrit dans ce cadre-là de manière très universaliste. La perspective de son président, Mustafa al-Majdouli, depuis le début, depuis 2000, c'est cette idée du bien commun. Thomas d'Aquin parlait du bien commun comme l'élément fondamental de la civitas. Je dirais que Mustafa al-Majdouli, durant son engagement, qui est jusqu'à maintenant, c'est un engagement avec tous les membres de son association, de notre association, comme un engagement pour le bien commun, sans se prêter aux honneurs, aux fastes, mais vraiment ce travail humble de resserrement des liens, de raccordement. Platon parlait souvent disait que la politique, c'est être un tisserand, la politique au sens noble du terme. Je dirais que cette structure a essayé de participer à ce tissage de liens, ce tissage entre les populations, entre les quartiers, en essayant de trouver matière à avancer ensemble dans l'idée d'être un apport pour Avignon, pour le Vaucluse, et de participer avec d'autres à ce bien commun. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on salue à travers toi notre ami Mustafa, qu'on aime beaucoup, hein, quelqu'un de très serviable et vraiment disponible à chaque fois, avec le sourire et la joie, vraiment. Hein. Oui. Et c'est toujours un plaisir de le revoir, vraiment. Hein, je le dis, et franchement, et à travers toi aussi, je salue les membres de cette association qui sont nombreux, hein, et comme tu dis, c'est vrai, il y a une grande communauté qu'on salue, qui est sur cette région, surtout bien sûr Avignon, et on n'oublie pas aussi Cavaillon, parce que Cavaillon aussi, il y a une très très grande communauté de Meknès aussi. Ouais. Tout à fait. Je voudrais rajouter par rapport à ça que au travers de Mustafa al-Majdouli, de l'association, je veux saluer tous les acteurs associatifs qui, dans l'ombre de tous les types d'associations, qu'elles soient culturelles, qui soient liées à des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, d'insertion, tous ces acteurs de l'ombre qui chaque année rapiècent
le tissu déchiré de la société malmenée par la crise économique, par la mondialisation, rapièce, recolle, réécrit, en essayant de trouver matière à commun, construire du commun. Et donc, je trouve que derrière l'échange sur cette question de l'association, et je te remercie, Mustapha, de l'aborder, on peut remercier tous les responsables associatifs et tous les militants associatifs, militants dans le bon sens du terme, qui chaque jour, à chaque moment de leur temps libre, se dévouent pour leur localité, leur territoire, leur village, et ça c'est fondamental. C'est très important. En tout cas, Akhi, Nasser, moi, personnellement, je dirais, c'est une richesse pour cette tribune. Si, bien sûr, tu donnes un peu de ton temps, de temps à autre, pour, bien sûr, nous parler un peu de l'histoire. Mais pas que, parce que de l'homme aussi, Nasser, on aimerait bien aussi le connaître, parce que moi, je suis sûr que si bien sûr ta disponibilité te le permet, ça sera un grand plaisir, un grand moment que tu pourras partager avec nous. Et je suis sûr qu'on apprendra beaucoup de choses, bien sûr, à travers toi. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci. Merci. Merci à toi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.